Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'intéresse à un outil d'infrastructure qui repense vraiment la façon dont on conçoit et déploie les projets informatiques. Ouais, un outil qui remet l'indépendance au centre du jeu. C'est ça. On va parler de ForgeJo. C'est une forge logicielle légère, pensée pour l'auto-hébergement. Et la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est de comprendre comment cette plateforme permet de reprendre le contrôle sur le développement de logiciels. Tout en offrant une vraie alternative aux énormes plateformes des géants de la tech. Absolument. Et pour mener à bien cette analyse, on s'appuie sur une série de tests très précis. On a épluché des informations tirées du site officiel de ForgeJo, des données structurelles de Wikipédia et aussi des métriques qui viennent directement de leur dépôt de code officiel sur Codberg. Et il faut rappeler qu'on ne prend aucun parti pris ici. Le but, c'est pas de faire de la promo, mais vraiment de relayer les idées et les faits documentés dans ces textes, de manière totalement neutre. D'accord. Décortiquons tout ça. Qu'est-ce qui rend cette architecture si particulière dans le paysage du développement collaboratif aujourd'hui ? La première chose qui saute aux yeux quand on lit ces tests, c'est la philosophie derrière le projet. On ne parle pas juste d'un petit utilitaire pour stocker du code. Ouais, c'est beaucoup plus large. C'est une infrastructure conçue pour l'émancipation technologique. En fait, l'idée, c'est de sortir des environnements propriétaires fermés. Quand une équipe utilise une plateforme centralisée classique, elle accepte un certain enfermement. Les prix peuvent changer, les conditions aussi, et les données sont sur des serveurs qu'on ne contrôle pas. C'est le fameux problème de la souveraineté des données. Précisément. Et ForgeIO propose un changement de paradigme. Reprendre la pleine souveraineté de son environnement de travail. Les tests montrent une vraie volonté de fournir tous les outils de collaboration, mais dans un format qui reste au service de la personne qui installe le système. D'ailleurs, sur l'origine du projet, il y a un détail super intéressant dans les tests concernant le nom. Ah oui, l'origine du mot. Ça se prononce ForgeIO, et ça vient directement de l'espéranto. Ça veut tout bêtement dire forge, et c'est pas un hasard. C'est très symbolique en fait. Ouais, l'espéranto, c'est une langue construite pour faciliter la communication internationale de façon neutre, sans domination d'une culture sur une autre. Et cette neutralité, ça résonne à fond avec les valeurs du logiciel libre. C'est très cohérent avec leur approche. Et côté interface, les tests soulignent que pour quiconque a l'habitude des grosses plateformes du marché, l'environnement est super familier. On n'est pas perdu. C'est fait pour pas casser les habitudes de travail des développeurs. Tout à fait. Mais quand on regarde au-delà de la simple interface Git, la profondeur fonctionnelle est assez impressionnante. Ouais, l'écosystème va bien au-delà du simple stockage. La collaboration asynchrone est au cœur du truc. Les tests mentionnent des intégrations natives poussées. On a la gestion des tickets, les pull requests, des wikis, des tableaux Kanban, tout ça intégré de base. Sans avoir besoin d'installer 15 extensions différentes. C'est ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est la capacité d'automatisation. Les tests mettent vraiment en avant les ForgeJo Actions. C'est leur système d'intégration et de déploiement continu. Le CI/CD, c'est ça. C'est géré directement par la forge. Donc, à chaque fois qu'on modifie du code, on peut avoir des runners qui lancent des tests automatisés, compilent le projet ou préparent le déploiement. Avoir ça nativement, c'est un gain de temps énorme pour les administrateurs système. Surtout avec une syntaxe qui facilite la migration depuis d'autres plateformes. Les tests parlent aussi des registres de paquets intégrés. Pour publier des images Docker ou des paquets NPM directement. Voilà. En gros, la plateforme stocke le code, le teste, le package et le distribue. C'est le vrai couteau suisse du développement. Mais, et là je me fais un peu l'avocat du diable souvent, quand on accumule autant de fonctionnalités, ça devient une usine à gaz. C'est le risque classique, ouais. Comment un outil qui fait CI/CD, registre de conteneurs et hébergement de code arrive à rester léger? Parce que les tests insistent pas mal sur cette légèreté. C'est une excellente question. D'habitude, ce genre de richesse fonctionnelle demande des serveurs ultra puissants et beaucoup de mémoire RAM. Ce qui coûte cher à la fin du mois. Mais les données des tests montrent que l'architecture de ForgeJo a été pensée pour la frugalité. Le profil serveur est décrit comme exceptionnellement bas. Concrètement, ça veut dire quoi, un profil serveur bas? Ça veut dire que le programme est optimisé pour consommer un minimum de mémoire et de processeur, même avec toutes les options activées. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette légèreté, ça a un impact direct sur qui peut utiliser la solution. L'accessibilité matérielle est bluffante. Les tests disent qu'on peut faire tourner ça sur un simple Raspberry Pi. Pour une petite association ou un projet perso, c'est génial. Et pour un usage professionnel, sans avoir de matériel chez soi, les tests précisent qu'un petit serveur cloud d'entrée de gamme fait l'affaire. Genre chez un fournisseur comme Contabo ou Infomaniac. Absolument. Chez Contabo,
ou infomaniac, avec une petite configuration, ça tourne sans problème. L'effort de maintenance est minime. Ça permet à de petites équipes d'avoir une infrastructure pro sans exploser le budget. Et au-delà du coût, il y a la question de la sécurité. Les tests montrent que l'approche est fondamentalement orientée vers la protection de la vie privée. Privacy first. C'est pas juste une case à cocher dans les paramètres. Non, c'est le comportement par défaut. Par exemple, le vérificateur de mise à jour est conçu pour ne faire fuiter aucune donnée de télémétrie vers l'extérieur. Tout reste sur le serveur. Voilà. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est réservé aux petits groupes isolés. Pour les plus grandes organisations, les tests parlent de la prise en charge des annuaires LDAP et de l'authentification OAuth. Donc on peut gérer des centaines d'utilisateurs de manière centralisée. C'est ça fait vraiment le grand écart entre le développeur solo sur son Raspberry Pi et la grosse structure. C'est super flexible. Mais il y a un point, et je crois que c'est le message central de tous les tests qu'on a consultés, c'est l'insistance absolue sur le caractère libre du projet. Ah oui, c'est la pierre angulaire. C'est garanti 100% logiciel libre et open source. Les tests sont hyper clairs là-dessus. C'est pas un modèle hybride où tu as une version gratuite limitée et une version payante avec les vraies fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle souvent le modèle Open Core, où le cœur est libre, mais les modules intéressants sont propriétaires. Et là, il n'y a pas de version entreprise cachée derrière un abonnement. Chaque ligne de code est ouverte. Et la promesse, c'est de rester un logiciel libre indépendant pour toujours. Et si on replace ça dans un contexte plus large, l'industrie logicielle est plein de projets qui ont commencé en open source pour attirer du monde et qui ont fini par fermer leur licence une fois devenus populaires. C'est une stratégie classique, malheureusement. Pour éviter ça, les tests montrent que ForJoJo a mis en place de vraies barrières juridiques et structurelles. À commencer par la gouvernance, non ? Tout à fait. Le projet est hébergé par Codeberg EV, qui est une organisation à but non lucratif, gérée démocratiquement. Donc ça bloque toute tentative de rachat par une multinationale. Et il y a un autre élément majeur abordé dans les tests, c'est l'évolution de la licence. À partir de la version 9.0, ils sont passés sous licence GPLv3 plus STAD. Et ça, techniquement, c'est pas juste un changement administratif. Loin de là. Le copyleft fort de la GPLv3 plus STAD, ça oblige quiconque modifie le code pour le distribuer à partager ses modifications sous la même licence libre. Donc ça empêche une entreprise de prendre le code, de rajouter ses propres fonctionnalités fermées et de vendre ça comme un produit propriétaire. C'est un bouclier juridique hyper puissant. Ça garantit que le logiciel reste libre. Ce choix de licence et de gouvernance associative, ça doit sacrément rassurer les contributeurs. Ça crée un climat de confiance total. Les développeurs qui donnent de leur temps savent que leur travail bénévole ne va pas finir par enrichir une boîte privée dans 2 ans. Cette confiance, on la voit dans les chiffres. Les métriques du dépôt officiel sur Codeberg sont impressionnantes. Les tests mentionnent plus de 24 000 commits. C'est énorme. Ça montre une communauté extrêmement active. Il y a des mises à jour constantes. Les tests donnent des exemples concrets, comme le remplacement de l'éditeur de texte Monaco par CodeMirror. Ce qui est loin d'être un petit détail cosmétique. CodeMirror apporte de meilleures performances, surtout sur mobile. Et puis, il y a aussi la question de la sécurité dans ces mises à jour. Les tests mettent en avant la gestion fine des jetons d'accès. Les fameux jetons granulaires. Dans un environnement de développement, donner un accès global à un script automatisé, c'est un risque énorme. Si le script est piraté, tout le dépôt est compromis. Voilà. Avec les jetons à portée limitée, on peut dire, ce script a juste le droit de lire tel paquet et rien d'autre. Implémenter ça, ça demande une ingénierie complexe. Et le fait que ce soit la communauté qui porte ces développements, ça prouve la résilience du modèle libre. Surtout que les contributions ne se limitent pas qu'au code. C'est vrai. Les tests listent pas mal d'appels à l'aide sur d'autres sujets. La traduction, le design web, l'ergonomie, la documentation. C'est un effort vraiment collectif. Tout le monde peut participer, qu'on soit pro des bases de données ou de l'accessibilité web. Du coup, quand on regarde toutes ces avancées, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir ? L'avenir du développement collaboratif ? Ouais. Comment ce genre d'outils compte rivaliser avec les modèles hyper centralisés sur le long terme ? Il y a un terme technique qui revient en boucle dans les tests, la fédération. La fédération, c'est vraiment la prochaine grande frontière architecturale. Aujourd'hui, on fonctionne en silo. C'est-à-dire ? Si ton équipe est sur la plateforme A et qu'une autre équipe crée un outil super utile sur la plateforme B, vous ne pouvez pas interagir directement. Tu dois te créer un compte sur la plateforme B juste pour ouvrir un ticket ou proposer une correction. Ça fragmente complètement la communauté ? Et les tests expliquent que ForJoJo veut casser ces murs en utilisant le protocole ActivityPub. Attends, ActivityPub, c'est bien le standard du web utilisé par les réseaux sociaux décentralisés.
C'est ça. C'est ce qui permet à différents serveurs indépendants de communiquer entre eux de manière fluide. L'appliquer au développement logiciel, c'est un changement de logique radical. L'objectif décrit dans les tests, c'est de créer un réseau collaboratif mondial, sans centre névralgique. Donc, si je résume, pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient leur propre instance sur un serveur cloud, disons chez Infomaniac ou Contabo, elles pourraient interagir depuis leur propre interface avec un énorme projet open source hébergé à l'autre bout du monde. Exactement. Tout à fait. Sans jamais avoir à créer un compte sur une plateforme monolithique centrale. C'est fou. On passe d'un système où tout est concentré chez quelques acteurs à un vrai maillage interopérable. Par contre, l'enjeu technique derrière ça est colossal. Synchroniser des fils de discussion, des révisions de code, des statuts d'intégration continue entre des serveurs qui n'ont ni la même puissance ni les mêmes règles de sécurité. C'est un casse-tête d'ingénierie. Mais si ActivityPub arrive à standardiser ça, ça va décentraliser l'industrie du logiciel. Et ça s'aligne parfaitement avec l'éthique de l'open source. La résilience, l'interopérabilité et l'absence de censure. Les tests précisent que ça va prendre du temps, mais la direction est claire. C'est un chantier de longue haleine, c'est sûr. Si on doit consolider les grandes lignes de notre analyse de ces tests, on a affaire à un outil extrêmement robuste. Une solution riche qui intègre la gestion de tickets, les wikis, le CI/CD et les registres de paquets. Tout ça avec une consommation de ressources tellement faible qu'on peut l'héberger de manière super accessible. Sur du petit matériel ou chez des hébergeurs abordables comme Contabo. L'architecture protège la vie privée par défaut, supporte les annuaires LDAP pour les grandes équipes et surtout reste protégée par une gouvernance associative et la licence GPLv3+. Ce qui garantit que l'outil restera 100% libre. Et ça, pour les décideurs techniques ou les architectes système, c'est une information très précieuse aujourd'hui. Surtout quand on cherche à s'affranchir des monopoles technologiques, déployer ses propres infrastructures, c'est devenu une vraie stratégie de gestion des risques. On évite la dépendance au cloud propriétaire et les augmentations de tarifs surprises. L'auto-hébergement redevient hyper pragmatique. Le choix du mot forge en espéranto prend vraiment tout son sens ici. Un atelier sans frontières. On arrive au bout de cette exploration des différents tests fournis. Et cela soulève une question importante. Si le pari de la fédération via ActivityPub réussit et que ces forges tissent un réseau mondial sans aucune entité centrale pour indexer ou réguler tout ça, comment le monde entier va-t-il découvrir les nouveaux projets, évaluer leur pertinence ou même financer les développeurs ? L'absence d'une place de marché unique va forcément nous obliger à repenser les mécanismes de visibilité et de soutien financier de l'open source de demain. C'est une évolution systémique à suivre de très près.